On va écouter Vladimir Poutine, Grégory, pardonnez-moi. On y reviendra, bien sûr. Chers citoyens de la Russie, chers vétérans, respectés hôtes, camarades soldats et matelots, sergents et sous-officiers, michman et officiers, chers officiers généraux et amiraux. Je vous félicite à l'occasion du 80e anniversaire de la victoire dans la Grande Guerre patriotique. Aujourd'hui, nous sommes tous réunis par le sentiment de joie et de tristesse, de fierté et de reconnaissance. Nous nous inclinons devant une génération qui a réussi à vaincre le nazisme au prix de millions de vies, a pu gagner la liberté et la paix pour l'ensemble de l'humanité. Nous préservons fidèlement la mémoire de ces événements de triomphe, ces événements historiques. Et en tant qu'héritiers du peuple victorieux, nous célébrons le 9 mai comme notre fête, comme la fête la plus importante pour notre pays, pour l'ensemble de notre peuple, pour chaque famille, pour chacun d'entre nous. Nos pères, nos grands-pères et nos arrière-grands-pères ont sauvé la patrie. Ils nous ont légué de défendre la patrie, d'être unis, de défendre fermement nos intérêts nationaux, notre histoire millénaire, notre culture, nos valeurs traditionnelles. Tout ce qui nous est cher et ce qui est sacré pour nous. Nous n'oublions pas les leçons de la Seconde Guerre mondiale et nous n'accepterons jamais de dénaturer ces événements, les tentatives de justifier les bourreaux et de calomnier les véritables héros. Notre devoir est de défendre l'honneur des combattants de l'armée rouge, le grand exploit des représentants de différentes nationalités qui resteront toujours dans l'histoire mondiale en tant que soldats russes. La Russie a été et restera le barrage contre le nazisme, la russophobie, l'antisémitisme et combattra ce que font les défenseurs de ces idées destructrices. La vérité et la justice est de notre côté. L'ensemble du pays, la société, le peuple soutiennent ceux qui participent à l'opération militaire spéciale. Nous sommes fiers de leur courage et de leur résolution, de la force de leur esprit qui nous a toujours apporté la victoire. Chers amis, l'Union soviétique a pris sur lui les coups les plus féroces de l'ennemi. Des millions de personnes qui n'ont connu que le travail pacifique ont pris les armes et ont combattu jusqu'à la mort sur toutes les positions. Ils ont déterminé l'issue de l'ensemble de la Seconde Guerre mondiale, les victoires indiscutables dans les plus grandes batailles à Moscou et à Stalingrad, à Koursk et à Dnipro. Le courage de défenseurs de Bélarus qui étaient les premiers à affronter l'ennemi, le courage de défenseurs de la forteresse de Brest, de Morilov, d'Odessa et de Sébastopol, de Mourmansk, Tula, Smolensk, le courage des habitants de Leningrad, ceux qui ont combattu au front dans les détachements des partisans et
tous ceux qui ont évacué les usines, qui ont travaillé dans l'arrière-front sans préserver leurs forces. Les plans des nazis d'occuper l'Union soviétique ont été brisés par le courage du peuple qui était massif. Toutes les républiques ont porté la charge commune lourde. L'apport des habitants de l'Asie centrale et du Caucase était héroïque. Le front recevait de leur part les trains, tout ce qu'il était nécessaire. Des centaines de milliers d'évacués ont trouvé là-bas leur refuge. On a partagé avec eux la maison, le pain et la chaleur humaine. Nous respectons chaque vétéran. Nous nous inclinons devant la mémoire de tous ceux qui ont donné leur vie pour la victoire. Devant la mémoire des fils, des filles, des pères, des mères, des grands-pères et des arrière-grands-pères, des maris, des femmes, des frères et des sœurs, des proches et des amis. Nous inclinons nos têtes devant nos camarades de combat qui sont tombés dans le combat juste pour la Russie. Une minute de silence. Chers amis, dans l'orbite de feu de la Seconde Guerre mondiale ont été impliqués près de 80% de la population de la planète. La victoire sur l'Allemagne nazie, sur le Japon militarisé et leurs satellites dans différentes régions du monde a été atteinte par les efforts communs des Nations Unies. Nous nous souvenons toujours de l'ouverture du second front en Europe après les combats décisifs sur le territoire de l'Union soviétique ont approché la victoire et nous apprécions hautement l'apport dans notre combat commun des soldats des armées alliées, des forces de la résistance, du peuple courageux de Chine, tous ceux qui ont combattu au nom de l'avenir pacifique. Chers amis, nous serons toujours, nous penserons toujours à nos vétérans, à leur amour sincère pour la patrie, leur résolution à défendre leur maison, les valeurs de l'humanisme et de la justice. Donnons à ces traditions, à ce grand héritage, la place la plus importante dans notre cœur et nous le transmettrons aux générations futures. Nous nous appuierons toujours sur notre unité dans nos affaires de paix et de guerre, dans le fait d'attendre les objectifs stratégiques, de régler les objectifs en l'honneur de la Russie, sa grandeur et son développement. Gloire aux victoires, bonne fête, hurrah. Voilà.
Vladimir Poutine, ce discours sur la place rouge, la Russie a été, restera un barrage contre le nazisme, l'antisémitisme, la russophobie. La vérité est de notre côté. C'est l'essentiel du message de Vladimir Poutine. Mais l'analyse de texte peut être avec vous pour commencer, Vera Grantseva. Je rappelle que vous êtes politologue spécialiste de la Russie. C'est assez classique ce que disait Poutine dans son discours. Donc il y avait une partie qui commémorait, célébrait quand même la contribution du peuple soviétique, qui était composé d'ailleurs de plusieurs républiques, effectivement, il ne faut pas l'oublier, dans la victoire dans la Deuxième Guerre mondiale. En même temps, depuis déjà quelques années, notamment en 2022, il y avait ce mélange que Poutine a apporté dans ce discours, où en fait il mélange avec l'actualité d'aujourd'hui, où il essaie de présenter la continuité de ce qui faisait l'Union soviétique avec tout ce qu'il fait aujourd'hui. Donc il y a ce mélange où il essaie de présenter que la guerre en Ukraine, c'est en fait la continuation du héroïsme du peuple russe soviétique qui maintenant doit contrer les nazis en Ukraine, ce qui est complètement faux, on est bien d'accord. Mais pour lui, c'est la seule opportunité de justifier finalement sa guerre et de montrer qu'il y a cette continuité, qu'il y a la connexion entre l'héroïsme du peuple soviétique dans la Deuxième Guerre mondiale et l'héroïsme des soldats qui se battent aujourd'hui dans l'Ukraine, dans la guerre qui est très différente. C'est pas la guerre de défense, c'est la guerre d'occupation, d'agression contre notre pays qui était d'ailleurs avant un peuple frère de la Russie. Général, quel est le message que vous avez retenu de Poutine ? Alors dans la guerre, grande guerre patriotique, ce qui m'a frappé, c'est qu'il a spécifiquement cité la Biélorussie, qui a été la première à lutter contre l'invasion nazie. Il n'a pas parlé du tout de l'Ukraine. Alors je rappelle que le front à l'époque, il passait justement en partie et en grande partie par l'Ukraine. La bataille de Koursk dont on a parlé ces derniers mois, c'est une des grandes batailles en fait de la Seconde Guerre mondiale et de la Grande Guerre patriotique. Donc c'est ça qui m'a frappé. Et ce lien qui est fait, et à un moment où il a dit que cette Grande Guerre patriotique, en fait, il ramenait ça à la Russie. Alors certes, il cite les autres pays, mais il ramène toujours ça à la Russie, comme étant le cœur en fait de la résistance et la continuité de cette résistance qu'il établit entre la lutte contre le nazisme et ce qui se passe aujourd'hui. Et Gilles Montré, est-ce que ça entretient l'idée chez vous, c'est ce que vous nous disiez juste avant la prise de parole, qu'il s'adresse non pas au monde, mais à sa population? Absolument, ça c'est un discours nationaliste, purement nationaliste. Il n'arrête pas d'exalter les valeurs de la Russie, notre histoire millénaire, ce qu'il y a de plus sacré pour nous. Et la victoire de la Seconde Guerre mondiale a été une victoire de la Russie, certes aidée par tous ses alliés. Il a cité toutes les républiques soviétiques, en omettant évidemment l'Ukraine, dont il faut rappeler que c'est 15% des soldats morts au combat soviétique, donc ça on a oublié. Mais à part ça, c'est vraiment la Russie et le fil continue. Le combat d'aujourd'hui n'est que la suite du combat d'hier. On veut nous attaquer ces puissances antisémites, donc on marche sur la tête. Donc c'est les puissances antisémites et la Russie qui serait le rempart contre ces dérives. Voilà, c'est une propagande interne qui comme on en a l'habitude et qui est évidemment avec une puissance particulière. Mais je vais du coup remettre sur la table le fil que vous aviez commencé à tisser dans votre conversation tous les deux. Vous vouliez apporter un bémol sur le caractère purement national de cet événement, Grégory Phillips. Oui, le couple qu'on voit à l'instant à l'écran, voilà. Xi Jinping, Poutine, c'est effectivement aussi quand même un message à la communauté internationale et en particulier à Donald Trump. Vous savez qu'il y a encore quelques semaines, quelques mois, on parlait d'un rapprochement entre Washington et Moscou, au point qu'on avait même imaginé que Trump aurait pu être présent à ce défilé. Bon, on n'en est pas du tout là aujourd'hui, mais c'est un peu la réponse à cette tentative de réchauffement des relations diplomatiques entre les États-Unis et Moscou. Juste sur le discours de Vladimir Poutine que Vera a analysé, moi je retiens aussi cette mention à l'opération militaire spéciale. Nous sommes fiers de ces soldats qui nous ont toujours apporté la victoire. Plus de 3 ans après le déclenchement de cette opération spéciale, on est loin d'une victoire russe. Enfin, souvenez-vous des objectifs initiaux de Vladimir Poutine le 24 février 2022. Conquérir l'Ukraine, enfin c'était quasiment ça, se débarrasser, encore une fois je reprends la rhétorique poutinienne du régime nazi de Zelensky, gagner des territoires. Aujourd'hui, la Russie a conquis
tout parti de 4 oblasts, mais est très loin de la victoire qui avait été annoncée il y a un peu plus de 3 ans maintenant. Comme on regarde, ça y est, les contingents militaires là, qui défilent sur la place rouge, il faut vraiment avoir en tête qu'il y a des soldats d'une douzaine de pays qui sont attendus, et notamment le plus gros contingent, sauf erreur de ma part, le contingent chinois. C'est vrai que vous allez comprendre, on va beaucoup insister sur cette présence-là, et encore une fois, si vous la voyez à l'écran et que je passe à côté, vous me la signalez, quelque chose me dit que ce sera visible. Est-ce que, général, on peut imaginer qu'à l'occasion de cette rencontre, il y a un renforcement de cette alliance entre la Chine et la Russie? Je rappelle juste que dans le communiqué en amorce, les deux pays ont dit qu'ils allaient évoquer la guerre russo-ukrainienne. Est-ce que vous imaginez la Chine sortir un peu de son coin, de son corner, et assumer plus fortement, visiblement, un soutien auprès de la Russie dans cette guerre? Non, je ne le pense pas. Cette parade est précédée en fait d'un dîner de gala hier soir. Et il y a eu une rencontre entre le président chinois et M. Poutine hier, qui au contraire, le président chinois rappelle qu'il faut arrêter la guerre. C'est ça son langage. Alors c'est toujours un peu ambigu, c'est-à-dire qu'il faut arrêter la guerre, mais on continue à exporter vers la Russie des éléments qui permettent de faire la guerre. En particulier des éléments, des sous-ensembles, des drones dont l'usage est dual, ce qui permet de dire qu'on n'exporte pas de matériel de guerre, etc. Donc il y a un langage très ambigu de la Chine, mais sur le fond, la Chine voudrait que cette guerre s'arrête. Maintenant, ce que je trouve très intéressant dans la présence si visible des Chinois auprès des Russes aujourd'hui, c'est le problème que ça pose à M. Trump. Parce que je rappelle que l'opposition de M. Trump, principale, c'est vis-à-vis de la Chine. J'allais y venir, point principal. Est-ce que s'il y a un message envoyé à l'étranger, pardonnez-moi, Gilles Montreuil, mais c'est pas justement ce duo. Non, mais bien sûr, mais je rebondis, je vous donne raison. Complètement, d'ailleurs, je ne vais pas vous donner raison ou tort, vous êtes là pour donner votre analyse. Mais est-ce que, en effet, le principal message envoyé, c'est le message envoyé à Washington? Vous voulez nous séparer, nous diviser, nous sommes plus unis que jamais. Oui, et je pense que le message envoyé à Washington, alors les Indiens ne sont pas là à cause de... M. Modi n'est pas là à cause de ce qui se passe, mais par exemple le Brésil est présent. Donc la Chine, le Brésil sont les BRICS. Et ça, c'est l'opposition au système américain dans le monde. Et donc je pense que ça, c'est une façon de montrer bien au-delà de la guerre en Ukraine, en fait. C'est l'opposition qu'il existe entre un Sud global, pardonnez-moi, j'ai vu quelques représentants africains, le Brésil, la Chine, et c'est depuis le début, souvenons-nous du discours de 2007 à Munich, du président Poutine, qui était « Nous lutterons contre l'unilatéralisme américain ». Et qui est-ce qui lutte contre l'unilatéralisme américain? Ce sont les BRICS. Donc ça dépasse largement la guerre en Ukraine actuellement. Et donc cette histoire, c'est aujourd'hui, on va montrer qu'un nouvel ordre est possible. C'est un peu ce qui... Et je pense que c'est ce qui va gêner beaucoup M. Trump en particulier. Oui, alors justement, Gilles Montreuil, à quel point ça peut gêner M. Trump? Est-ce qu'il y a même un message de rupture, mais presque envoyé par Poutine? On parlait de Xi Jinping juste après, mais est-ce que Poutine est en train de dire en fait non, ça ne va pas se passer comme tu l'imaginais, Donald Trump? Non, mais le message effectivement est très clairement envoyé d'une forme d'unité d'une coalition anti-occidentale qui est incarnée par les deux têtes, Xi Jinping et Vladimir Poutine. Ça, c'est un message fort. On peut aussi noter ceux qui ne sont pas là, donc ceux qui sont là, Lula, et qui a dû d'ailleurs s'en justifier auprès de sa propre opinion publique, parce que tout ça ne va pas du tout de soi, et il faut... je ne pense pas que les lecteurs brésiliens de base sont en soutien de M. Poutine. Donc, alors lui, il a dû s'en justifier en disant que justement, il venait pour prêcher la paix. Les Indiens ne sont pas là, les Sud-Africains ne sont pas là. Vous savez qu'ils se sont rapprochés des Ukrainiens. Il y a des Africains, mais enfin bon, le Burkina Faso, le Zimbabwe, bon, c'est pas les puissances émergentes africaines. Donc c'est aussi, voilà, c'est le verre est à moitié vide, à moitié plein. Il est clair que ça montre clairement que la Chine continue son soutien à la Russie. Elle est là, elle est aux premières loges. Sur la Russie.
le message de Poutine, est-ce qu'il envoie un message à Trump, lui ? Trump qui a tenté d'entretenir de bonnes relations avec lui ces derniers mois, est-ce qu'il lui envoie un message lui disant en gros, c'est pas l'histoire que tu te racontais qui va se dérouler ? Je pense que surtout, Vladimir Poutine a compris que la plupart des dirigeants du monde, que face à Donald Trump, il n'y a que des rapports de force. Donc il n'envoie pas un message, il fait une démonstration de force. Le message, il parle de lui-même. Il dit, voilà, on n'est pas prêt d'arrêter la guerre, voilà la démonstration militaire, nous avons des alliés, donc on va pas renoncer à nos ambitions qu'ils ont réaffirmées, qui sont des ambitions maximalistes sur l'Ukraine, et ça ne laisse pas penser que la trêve demandée de 30 jours de Donald Trump va être accordée dans les jours qui viennent. Grégory, ça on va y revenir, très intéressant ce qui s'est passé cette nuit dans les relations américano-ukrainiennes cette fois. Est-ce que le vent est en train de tourner ? On va se poser la question. Et vous qui connaissez Washington par cœur, Grégory Phillips, comment la Maison-Blanche peut regarder ces images et les vivre même en ce qui concerne Donald Trump ? Alors, décalage horaire oblige, Donald Trump est censé dormir. Oui, bien sûr. Mais j'imagine que les diplomates... Quand il les découvrira, si vous voulez. Il les découvrira demain matin, mais j'imagine que les diplomates, évidemment, regardent ce défilé. Là, en ce moment, ce sont les délégations étrangères. Mais donc, quand il les découvrira et qu'il sera effectivement réveillé, Donald Trump, comment pourra-t-il vivre et interpréter ces images ? Je pense que Donald Trump est, lassé du conflit ukrainien et lassé de l'attitude de Poutine, dont il disait il y a encore quelques jours, peut-être est-il en train de me balader. Donald Trump est un peu confronté au mur de la réalité de ce qu'est le pouvoir poutinien depuis 25 ans et de son incapacité américaine de Trump à pouvoir faire bouger Poutine. Enfin, Poutine est assez clair dans ses objectifs. Dans le discours tout à l'heure, il a redit les soldats de l'opération spéciale nous mèneront jusqu'à la victoire. Donc c'est quelqu'un de résolu et de décidé. Et je pense que Trump est en train de mesurer son incapacité à peser sur ce qui se passe. Alors qu'effectivement, voilà la délégation chinoise. La délégation chinoise. Alors voilà, elle est là, cette délégation chinoise. Non, pardon, chinois, pardon. Ça doit être vietnamien, non ? Je vous ai tellement mis la pression pour me signaler quand arriverait ce contingent chinois. Oui, c'est le drapeau vietnamien. Alors, je poursuis du coup sur le message envoyé par Poutine à Trump potentiellement, s'il y en a un. Est-ce que vous y voyez un message envoyé à Trump, vous, ou pas? Ça peut ne pas être le cas. Non, à mon avis, il n'y a pas de message à Trump. Poutine essaie de jouer sur plusieurs tableaux parce que si on voit ça comme un message, c'est un message qui ne va pas provoquer beaucoup de la joie dans la Maison-Blanche. Et ce qu'il cherche aujourd'hui Poutine, quand même, c'est un soutien de Trump. Parce que pour Poutine, Trump, c'est quand même une possibilité de sortir de cette guerre par la voie diplomatique, par la voie politique, même en gagnant. Parce qu'il comptait que Trump allait légitimiser sa conquête des régions ukrainiennes, au minimum de 4 oblasts. Si c'est... Ouais, ça c'est chinois. Ça c'est chinois. Voilà. On voit sur la place rouge. Alors cette fois, alors peut-être on s'y arrête parce que moi-même j'ai tellement annoncé cette image et ce moment. Regardez le gros plan qui est fait sur Xi Jinping, le président chinois. C'est certainement le contingent principal des contingents militaires étrangers aujourd'hui sur cette place rouge. Ce contingent chinois. L'enjeu pour Xi Jinping, je rappelle quand même qu'on a un Xi Jinping qui est en guerre commerciale très forte, très vive avec Donald Trump. Il vient ici aux côtés de Poutine, il accepte son invitation. Alors c'est pas la première fois, les deux hommes ont une relation très intense depuis longtemps. En 2013, je le rappelle, le premier déplacement de Xi Jinping, alors qu'il venait d'arriver au pouvoir, c'était d'aller voir Poutine. Donc ça ne date pas d'hier. Mais là, on a un contexte. On a un contexte particulier. Le message envoyé cette fois par Xi Jinping en général. Écoutez, moi je suis frappé, pardonnez-moi, mais je reviens au défilé là, avec les Chinois. Juste devant, c'était les Égyptiens. Donc c'est intéressant de voir tous ces contingents qui défilent, qui ne sont pas forcément des alliés inconditionnels de la Russie, mais qui cherchent à marquer une différence. Et je pense que par leur présence, au-delà du clientélisme naturel avec Moscou, il y a le fait que, écoutez, il y a une recomposition du monde. Et cette recomposition du monde, vous voyez, il y a beaucoup de contingents asiatiques en fait là-dedans, qui sont à la fois plutôt sur le territoire globalement de la Russie, mais aussi d'ailleurs du Vietnam, de Chine, etc., etc. Donc je pense qu'il y a d'une certaine façon
la présentation d'une recomposition du monde. Et il ne faudrait pas qu'on voit, nous, ça simplement comme des oppositions. Je reviens aux Égyptiens. Les Égyptiens ne s'opposent pas forcément complètement aux Américains, mais ils marquent des différences. Et il y a toutes ces différences qui sont présentes là. Et je pense que là, ne voyons pas tout le temps l'échec russe. On voit là une réussite russe d'arriver à marquer une différence par rapport à l'unilatéralisme. Vous voyez, il y a des gens qui viennent d'un peu partout et qui défilent pour fêter cet anniversaire de la victoire. Alors, les arguments qui ont été développés par la Russie, je ne reviens pas dessus, hein, mais en tout cas, on marque une différence. Alors, est-ce que vous dites aussi, oui, il y a une forme, il faut le reconnaître, une forme de réussite de Poutine à travers ses messages, à travers ceux qu'il a réussi à réunir sur cette place rouge? Oui, indéniablement, mais c'est-à-dire que ce n'est que la vitrine d'une réussite qui malheureusement date depuis le début du conflit et qui s'est accentuée, qui est que ça a été la très mauvaise surprise des Occidentaux de se rendre compte qu'une partie du Sud global ne s'alignait pas sur l'Occident, ne condamnait pas l'agression russe. Et là, on en a une fois de plus la preuve. Maintenant, il faut aussi voir à nouveau ce que cet événement montre par les absents, qui n'est pas là, hein, au-delà des Occidentaux, on le rappelle, qui étaient tous là il y a 20 ans, donc c'est quand même, ça marque le schisme, le changement de monde dans lequel on est, et puis par ailleurs, le fait qu'un certain nombre d'acteurs du Sud global ne sont pas venus. Et je voudrais noter par exemple l'Afrique du Sud qui depuis le début avait été très, très proche des tests russes et s'en est éloigné. Donc il ne faut pas non plus penser qu'il y a une accélération de cette puissance russe. Hein. Ceux qui sont là aujourd'hui, en fait, ils sont là depuis le début, hein, aux côtés des Russes. Il y a plutôt des gens qui ne sont pas venus. Quand on voit Nicolas Maduro, là, le président vénézuélien qu'on a vu à plusieurs reprises, je ne pense pas que sa présence aujourd'hui sur la place rouge soit de quoi s'enorgueillir pour Vladimir Poutine. J'arrête sur le message chinois potentiel de Xi Jinping, mais est-ce que vous me dites il faut que j'arrête mon obsession avec Trump? Tout n'est pas tourné vers Trump et il n'y a pas forcément de message envoyé à Trump par la présence du président chinois. Moi, je pense que néanmoins, il y a quand même effectivement le fait que ce défilé, en tout cas, pas tant le défilé que l'amitié russo-chinoise est quand même surveillée de très près par Washington. Encore une fois, la priorité de l'administration Trump, c'est pas la guerre en Ukraine, c'est même pas tant les relations avec la Russie, c'est Pékin. Avec une guerre commerciale extrêmement forte, avec même des menaces, puisque à Washington, tout le monde pense au sein de cette administration que le futur ennemi, le prochain ennemi, c'est peut-être la Chine. C'est ça l'obsession de Trump depuis le début. Ça l'était pendant le premier mandat, ça l'est encore aujourd'hui. Et paradoxalement, c'est pour ça que il regarde évidemment la présence de Xi Jinping pendant 4 jours à Moscou avec attention, parce que toute leur attention est portée sur le rôle de Pékin dans cette nouvelle mondialisation. Alors, j'ai envie de vous dire, pendant ce temps-là, Trump est-il en train de basculer en faveur de l'Ukraine? Vous allez me dire que je tombe un peu dans l'excès, mais regardez bien ce qui s'est passé. Trump et Zelensky se sont parlé ces dernières heures au téléphone. Une bonne conversation selon l'Ukrainien, et à l'issue, il se dit prêt, Zelensky, à tous les formats de négociation. Regardez ces mots. J'ai également confirmé que l'Ukraine était prête à négocier sous quelque forme que ce soit. Mais pour ça, la Russie doit montrer qu'elle veut vraiment mettre fin à la guerre. Mais il le dit. Prête à négocier l'Ukraine sous quelque forme que ce soit. C'est pas tout. Donald Trump également s'est exprimé de son côté. Avec ces mots, il appelle à un cessez-le-feu inconditionnel de 30 jours. Est-ce que, puisque ce sont les mots de Volodymyr Zelensky qui parlent de nouveaux chapitres en faveur de l'Ukraine, est-ce qu'il y a un nouveau chapitre en faveur de l'Ukraine qui est en train de s'écrire alors qu'on est en plein défilé sur la place rouge? Écoutez, je crois que progressivement, on en vient, souvenons-nous du processus de négociation. D'abord, il y a eu une proposition ukraino-américaine de 30 jours. Puis, ça a disparu et on a parlé d'un cessez-le-feu en mer Noire qui n'a jamais eu lieu et dont on ne voyait pas très bien l'intérêt compte tenu de la position russe en mer Noire. Et petit à petit, on en revient à ces fameux 30 jours. C'est-à-dire, on revient à la proposition ukrainienne, en fait. Hein. Et là, M. Poutine a eu beau déclarer qu'il y aurait un cessez-le-feu pendant 3 jours, dont on ne parle pas, et sur le terrain ne doit pas être très réel, mais en tout état de cause, on en revient à la position ukrainienne. Et donc, je pense que
comme tout à l'heure, il était cité le président Trump qui disait « j'ai l'impression qu'on me balade », je crois qu'il y a une usure américaine sur la rigidité russe. Et que d'une certaine façon, après avoir tenté de pousser, il y a eu la fermeté ukrainienne avec les Européens, il faut le souligner, qui a marqué un bloc. Et du coup, entre le bloc ukraino-européen et le bloc russe, ou le mur russe plus exactement, M. Trump est en train probablement de bouger un peu le curseur vers la position européenne et ukrainienne. Je rajoute encore une petite couche à cette interrogation de savoir s'il y a un basculement de Trump vers l'Ukraine. Écoutez bien ce qu'a dit J.D. Vance, le vice-président américain, lorsqu'il déclare que la Russie en demande trop en ce moment pour mettre fin à la guerre. Regardez. Je ne dirais pas que les Russes ne sont pas intéressés par une résolution de ce problème. Ce que je dirais, c'est qu'à l'heure actuelle, les Russes demandent un certain nombre d'exigences, un certain nombre de concessions pour mettre fin au conflit. Nous pensons qu'ils en demandent trop. Et puis évidemment, les Ukrainiens comptent beaucoup. Ils sont l'autre côté, ils sont l'autre partie, au moins au conflit direct. Et nous devons nous demander de quoi les Ukrainiens ont-ils besoin pour mener à bien ce conflit. Quelque chose est en train de se passer ? Quel contraste entre le J.D. Vance du 28 février qui, dans le bureau ovale, atomisait Zelensky, pardonnez-moi pour cette expression un peu malheureuse, mais et celui qui dit aujourd'hui maintenant ce sont les Russes qui demandent trop. Il y a quand même eu un changement de ligne assez spectaculaire, avec derrière tout ça, au fond, la menace aussi des Américains de se retirer de ce problème. Enfin, Vance a répété à plusieurs reprises, si on n'arrive pas à résoudre ce problème, goodbye, on arrête. On ne s'implique plus dans les négociations, on ne s'implique plus peut-être même sur le terrain avec, par exemple, le renseignement américain. Il y a quand même cette épée de Damoclès qui pèse cette fois-ci plus au-dessus de Kiev, d'un retrait total, d'un désengagement des États-Unis. Mais l'évolution du discours entre la fin février, vous n'avez pas les cartes en main, monsieur Zelensky, vous jouez avec la Troisième Guerre mondiale, et là de dire non, c'est les Russes qui demandent trop, il y a eu quand même un virage à 180 degrés. Oui, Gilles Montreuil. C'est une victoire de Zelensky. C'est lui, souvenons-nous, qui le premier a mentionné à Donald Trump la possibilité d'un accord sur les minerais. Ensuite, il a tenu tête à Donald Trump et à J.D. Vance qui avaient pris cette idée de l'accord mais en avaient fait quelque chose d'expropriatoire. Et finalement, ils sont arrivés à la négociation d'un accord dont honnêtement, en fait, on ne sait pas très bien s'il est bon ou mauvais pour l'Ukraine, parce qu'il est beaucoup trop général. On verra dans le détail ensuite de la discussion, mais qui aujourd'hui marque clairement une victoire pour l'Ukraine, parce que les États-Unis se sont engagés économiquement sur l'avenir et la reconstruction de l'Ukraine. Le contraste, on est en train de commenter un défilé où Poutine voudrait que ce qu'on retienne, c'est une victoire russe, c'est la victoire russe, mais Zelensky a réussi à s'immiscer dans tout ça par plein de moyens différents, et de telle manière qu'on arrive à commenter surtout une victoire de Zelensky diplomatique peut-être ces dernières heures. Oui, absolument. Et ça, c'est de là que, pour tous ceux qui avaient critiqué Zelensky, l'ancien comique, l'acteur au pouvoir, il fait preuve à la fois d'un courage, d'un héroïsme militaire, ça on l'a vu, mais d'une habileté diplomatique, malgré des heurts, des hésitations, qui fait qu'aujourd'hui, l'Ukraine est dans une bien meilleure posture qu'effectivement au moment de l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Grâce sans doute, aussi à l'intervention des Européens, qui finalement ont quand même réussi à retourner un peu cette situation. On sait qu'il y a eu beaucoup de travail dans l'ombre de la part d'Emmanuel Macron, de Keir Starmer et des Européens les plus engagés dans ce dossier. Et Zelensky, effectivement, depuis la fin février, a bien joué le coup, très bien joué le coup sur le plan diplomatique. Mais il faut dire aussi qu'il y a eu un travail de sape, j'ai envie de dire, des Européens engagés dans ce dossier. Et Trump qui a cité les Européens dans sa communication cette nuit, il a parlé des garanties, pas ce mot-là précisément, mais il a parlé de l'importance de la présence des Européens pour la suite. Est-ce que Zelensky réussit quelque chose ? Est-ce que quelque chose vient de se passer ? Et est-ce qu'une rupture est en train de s'opérer, encore une fois, entre Trump et Poutine à travers ça ? Avec Trump, soyons un tout petit peu prudents, parce qu'on sait que ça change tous les jours, donc il faut peut-être attendre 2-3 fois qu'il répète la même chose. D'ailleurs, on sait que ses assistants, ils exécutent les ordres qu'à la deuxième fois, quand ils le répètent 2 fois, parce que sinon ils ne savent pas s'il va changer son opinion ou non. Donc attendons un tout petit peu, mais la tendance est là, ça c'est sûr, et bien évidemment, effectivement, je suis tout
à fait d'accord que Zelensky a fait preuve d'une habileté, aussi d'une attitude assez humble, je trouve, et patient. Il a pu travailler de points quand même qui étaient très bas. Nous nous rappelons tous ces images horribles de la Maison Blanche le 28 février. Et depuis, il a fait tout un trajet pour finalement mettre Trump de son côté et de signer avec lui l'accord des minerais qui était, d'ailleurs, c'était plutôt un accord d'investissement qui était bien pour deux côtés, pour l'Ukraine et pour les États-Unis. Je retrouve les mots. Je resterai déterminé à garantir la paix entre la Russie et l'Ukraine, a dit Trump, avec les Européens. Et il parle de paix durable. Voilà pour les mots. Je voudrais qu'on parte sur le terrain pour vous retrouver, Claire Cambier. Bonjour à vous. Vous êtes sur le terrain à Kramatorsk avec Vincent Wartner. Pardonnez-moi de vous avoir fait patienter. Il y a bien sûr la force de l'image aussi en direct. Nous sommes au cœur de 3 jours de cessez-le-feu ordonné par Poutine pour tenter de sanctuariser son rendez-vous, son défilé. Pas de bombardement sur les villes, pas de combat sur le front, mais dans la réalité, dans les faits, qu'en est-il, Claire? La question a coupé, donc du coup j'ai du mal à vous entendre. Est-ce que vous pourriez répéter la question? Alors Claire, je vous demandais si vous constatez que le cessez-le-feu est respecté sur le terrain. Alors pas du tout, on y a cru un instant, Il est vrai que la première nuit a été calme. À partir de minuit, on est parti tourner dans les environs de Pokrovsk, et alors qu'on parlait aux habitants aux alentours de 10h30, on a entendu les premiers tirs d'artillerie, signe que les combats avaient repris. Et il faut dire que les habitants n'avaient pas vraiment confiance, Ils nous parlaient déjà de la trêve de Pâques qui n'avait pas été effective, et ils nous disaient on ne peut pas croire Poutine, on ne peut pas lui faire confiance, il faut donc se préparer à tout. Effectivement, elle n'aura pas duré longtemps. Premier tir d'artillerie, on a pu voir des explosions côté ukrainien, des arrivées. On s'est rendu également dans un centre de commandement d'un bataillon de dronistes, et là on a pu constater sur les images en live les combats qui avaient repris. Eux nous assurent que ces combats, que cette cessation du cessez-le-feu a été à l'initiative des Russes, qui ont profité pendant la nuit de mener des petites offensives pour prendre leur position. Il y a eu des combattants qui sont tombés au front, malheureusement. Un des soldats nous disait Poutine, il essaye d'enfumer, si je peux me permettre cette expression, la communauté internationale, et pour le moment il ne croit pas que Poutine est prêt à vraiment cesser le combat et à mener la paix. Merci infiniment Claire Cambier, merci infiniment à Vincent Wartner qui est avec vous sur le terrain. Merci à tous les deux. Avant de marquer une courte pause, si vous aviez une chose à retenir, Général, de cette heure que nous venons de commenter ensemble, de ces images sur la place rouge. Eh bien, il y a la présentation, les images, le défilé impressionnant russe, bien sûr, mais aussi de tous ceux qui sont présents. Et la réalité, le cessez-le-feu n'est pas respecté sur le terrain, et ce que nous disions à propos de l'avancement de la négociation qui semble plutôt aller du côté ukrainien que du côté russe. Gilles Montreuil. La présence de Xi Jinping, oui, le 9 mai sur la place rouge, c'est un symbole très fort, à un moment où, effectivement, Donald Trump a essayé de mettre un coin dans la relation russo-chinoise, à un moment où, rappelons-le, ce week-end vont s'ouvrir les premières discussions commerciales entre la Chine et les États-Unis, donc Xi Jinping fait démonstration de force. Je pense que c'est ça l'image à retenir, plus que la parade elle-même, la démonstration de force militaire, les autres pays qui sont pas des pays majeurs sur l'échelle internationale, là où on est plutôt dans la propagande. Oui, Grégory. Comme je disais au début de l'émission, ce qu'on ne voit pas, à savoir sur ces images très officielles, les énormes mesures de sécurité prises autour du défilé, parce que là on voit une démonstration de force, mais il y a quand même pendant ces quelques heures une inquiétude du pouvoir russe sur d'éventuelles perturbations. Et la conclusion m'en vient. Moi, je vois en tant que Russe, je vois ici un bilan triste de président Vladimir Poutine qui a transformé le jour de deuil en Russie, où chaque famille se rappelait des pertes de ses grands-parents, ses grands-pères, grand-mères qui ont souffert pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui sont morts souvent, comme par exemple mon arrière-grand-mère qui est morte pendant les sièges de Leningrad. Poutine a pu transformer ce jour de deuil dans le jour de la militarisation, de l'agression et de la guerre finalement. Il a fait par cette fête le retour de la guerre dans l'Est russe. Donc aujourd'hui, les Russes qui meurent aujourd'hui avec la guerre, quand la Russie n'est pas agressée, mais quand au contraire la Russie elle-même a agressé son voisin. Merci d'avoir été avec nous pour commenter ces images du défilé du 9 mai de Vladimir Poutine.